Bonjour tout le monde, merci à tous, et à toutes d'être là aujourd'hui, pour parler d'obsolescence programmée et de surconsommation. On sera ensemble jusqu'à 12:30 et on a le plaisir et la chance d'accueillir aujourd'hui, 3 intervenantes et intervenants. Ronan Groussier qui est responsable, des affaires publiques chez Halte à l'obsolescence programmée. Agnès Crépé qui est responsable de la longévité des logiciels et de l'informatique au sein de Fairphone et Johan Brasi qui est designer et cofondateur de Sinon Virgule, qui est un cabinet de conseil en redirection écologique, on aura l'occasion d'en reparler, et un studio de design d'imaginaire post-croissance. Donc on est ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. Vous pouvez participer via le chat Twitch ou par la suite, on pourra vous partager le lien Zoom si vous voulez entrer dans la conférence. Alors, ça va se découper en 2 parties. On va parler à peu près pendant 40 minutes de l'obsolescence avec nos 3 invités. Et puis après, il y aura 45 minutes de questions-réponses par la suite. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, par un tour de table. Si vous voulez vous présenter, présenter les entreprises et les structures dans lesquelles vous travaillez et quelle vision vous avez de l'obsolescence programmée. Agnès, si ça vous va de commencer. Oui, bien sûr. Merci Marianne. Donc, oui, donc moi je m'appelle Agnès Crépet. Je travaille chez Fairphone, qui est une entreprise néerlandaise, mais qui distribue dans toute l'Europe un téléphone dit équitable et durable. Équitable dans le sens où, genre, j'y reviendrai à tout à l'heure, hein, je ne vais pas en parler maintenant, mais équitable dans le sens où on essaie de respecter les gens qui fabriquent le téléphone, donc des mineurs en Afrique jusqu'aux personnes qui assemblent le téléphone en Chine. Mais durable, dans le sens où, on veut que le téléphone ne dure pas, comme en moyenne, 2 ans, mais plutôt 5, 6, 7 ans. Et donc mon boulot chez Fairphone, c'est vraiment moi je suis ingénieure, logiciel et donc je travaille sur la durabilité logicielle, comment lutter contre l'obsolescence logicielle des téléphones. Parce qu'on parle souvent d'obsolescence matérielle. On ne peut pas réparer un téléphone, quand la batterie enfin quand l'écran se casse, c'est compliqué de le réparer, ça vaut plus le coup, par exemple, d'en racheter un autre, c'est ce que beaucoup pensent. Donc on a, Fairphone a des solutions pour pouvoir réparer, les téléphones, soi-même, mais aussi on travaille sur la longévité logicielle et qui dit longévité dit souvent lutter contre l'obsolescence. Parce que toute l'industrie électronique est hélas faite pour que, les produits ne durent pas. Que ce soit le fabricant de puces ou, le système d'exploitation qui tourne dessus comme Android, bien souvent c'est des produits qui au bout de 2 ans, 3 ans, ne tournent plus sur votre téléphone ou plus correctement. Donc voilà, mon job chez Fairphone, c'est, de travailler sur cette longévité logicielle. Merci beaucoup Agnès. Ronan, si vous voulez, poursuivre, pour nous expliquer ce que vous faisiez à Halte. Bien Oh sûr. pardon. Bonjour à tous. Donc, Ronan Groussier, moi je suis en charge des relations publiques et du plaidoyer pour l'association Halte à l'obsolescence programmée, HOP. Donc brièvement, je vais quand même présenter un peu l'asso pour ceux qui ne la connaissent pas. On est une jeune association puisqu'on a été créé en 2015. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi et dans quel contexte. Et on a trois grands piliers d'action chez HOP. Le premier, c'est la sensibilisation du grand public. Donc, on participe à de nombreux ateliers et conférences, un peu comme celui d'aujourd'hui, pour sensibiliser les gens à l'obsolescence programmée et plus largement, comme j'aime à le dire, surtout à la réparabilité et à la durabilité des équipements et des objets qu'on utilise au quotidien. Et en plus des conférences, on a aussi créé une plateforme web qui s'appelle Produits Durables sur laquelle, en fait, c'est une plateforme participative sur laquelle on recueille des avis de consommateurs et de réparateurs, donc n'importe qui peut témoigner dessus pour essayer de noter les marques par catégorie de produits les plus durables ou pas. Le deuxième volet d'action de Hop, c'est d'accompagner les entreprises qui veulent être moteurs de l'allongement de la durée de vie des produits. Donc, pour ce faire, on a créé un club de la durabilité qui regroupe une petite trentaine d'entreprises. Donc, c'est des entreprises de la réparation, de la distribution de pièces détachées, de la distribution d'équipements, du reconditionnement, ce genre d'entreprise un peu sur toute la chaîne de valeur et qui travaillent pour avoir des objets plus durables et avec une durée de vie plus longue.
Et enfin, le troisième volet d'action de l'association, c'est le plaidoyer. Donc, en fait, le plaidoyer, c'est le mot gentil pour parler de lobbying. Donc, c'est ce dont je m'occupe. Donc, on essaie d'influer sur les réglementations, les lois, donc plutôt à l'échelle française, mais on s'intéresse aussi à ce qui se passe à l'échelle européenne. Et aussi, ce qui a peut-être rendu célèbre, peut-être auprès de certains d'entre vous, l'association, c'est que on fait aussi des actions en justice contre des entreprises dont on estime qui ont des pratiques euh, d'obsolescence programmée. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Johan, si vous voulez bien nous présenter votre travail et votre studio, votre cabinet de conseil. Grand plaisir. Bonjour à tous. Johan Brasi, donc designer chez Sinon Virgule. Donc Sinon Virgule, c'est un cabinet de conseil en redirection écologique qui a été fondé par 3 anciens consultants en innovation repentis. Donc moi, Joseph et Lucas. Donc on opère dans le domaine de la redirection écologique. Je ne sais pas si vous êtes au fait de ce qu'est la redirection écologique, mais pour faire un rappel, en fait, on va dire que c'est un paradigme écologique, social et économique qui est plus radical que la transition écologique. Radical dans le sens, la distance, en fait, par rapport à quel point il est distant de la transition écologique, plutôt que radical dans le sens extrême. Et c'est en fait, c'est quoi le but de la redirection écologique? En fait, c'est majoritairement, c'est de faire atterrir ce qui n'existe pas encore, enfin ce qui existe dans les limites strictes planétaires. C'est de faire entrer ce qui n'existe pas encore dans ces mêmes limites. Voilà. Et en fait, c'est aussi de passer d'un paradigme de l'ouverture, de l'innovation, de la création et du solutionnisme à un paradigme de la fermeture, du renoncement et de la redirection de manière générale. Donc c'est un paradigme qui est plutôt radical et qui induit des changements de posture forcément par rapport à la croissance, par rapport à la performance, par rapport au vivant, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Sinon Virgule, et c'est ce paradigme-là forcément après à l'obsolescence des choses, à la fois à l'obsolescence des choses, à la fois à la production en amont. Et l'obsolescence, en fait, on le traite sous différentes, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler tout à l'heure, mais on le traite aussi sous différentes formes et à différentes échelles. Voilà, on pense beaucoup à l'obsolescence des infrastructures qui sont subies, notamment l'obsolescence climatique. Voilà. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, on va en reparler dès maintenant, puisque vous avez tous les 3 évoqué différents types d'obsolescence et que l'obsolescence, c'est très large. Ronan, vous avez évoqué l'obsolescence logicielle, Agnès aussi. On parle d'obsolescence climatique. On peut aussi penser à tout ce qui est obsolescence esthétique, psychologique, culturelle. Alors, est-ce que vous pourriez un peu revenir sur vous? Quel est le ou les types d'obsolescence que vous traitez dans votre travail et donner un ou plusieurs exemples précis sur lesquels vous avez eu l'occasion de travailler? Ronan, si vous voulez bien commencer. Oui, tout à fait. Du coup, pour commencer, déjà, depuis 2015, dans la loi française, depuis la loi de transition énergétique, on a une définition légale de ce qu'est l'obsolescence programmée. Et du coup, la loi énonce que l'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que le metteur sur le marché, c'est souvent le fabricant ou enfin, le producteur d'un objet. C'est-à-dire que l'obsolescence programmée, c'est toutes les techniques par lesquelles ce fabricant essaie de faire en sorte que son produit ait une durée de vie courte, avec l'objectif que les gens en rachètent un nouveau plus rapidement.
Et donc, c'est quand même une grande avancée puisque du coup, cette définition, elle ouvre la voie à un délit qui est puni donc, par la justice française de 300 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement maximum. Et donc voilà. Et donc c'est dans ce contexte que l'association Hop s'est créée justement pour surveiller un peu les pratiques des entreprises. Peut-être en amont, je voulais juste revenir sur, avec une petite parenthèse historique, l'obsolescence programmée, même si elle est exacerbée, comme l'a dit Agnès tout à l'heure, dans l'industrie de l'électronique actuellement, c'est pas non plus un phénomène nouveau puisque une de ses premières manifestations, on va dire, documentées, c'était en 1924 avec un cartel qui s'appelait le cartel Phobus et qui regroupait en fait des industriels qui vendaient des ampoules électriques. Et en fait, ils se sont littéralement concertés pour que la durée de vie des ampoules n'excède pas, il me semble, 2000 heures d'éclairage, alors qu'avant, en fait, il y avait des ampoules qui pouvaient durer extrêmement longtemps. Et du coup, à cette période, ensuite, il y a eu la Grande Dépression et il y a même des économistes, notamment aux États-Unis, qui ont théorisé l'obsolescence programmée comme une façon en fait de sortir de la crise pour faire tourner l'industrie à plein régime. Donc voilà, donc on en parle beaucoup maintenant, mais c'est quand même un phénomène assez ancien. Et du coup, pour répondre à la question sur les différents types d'obsolescence, euh, chez Hop, on parle principalement de 3 types d'obsolescence. Le premier, c'est l'obsolescence technique. Donc là, c'est vraiment ce qui va rendre un produit, donc soit via une casse ou soit via une panne, inopérant. Et donc souvent, c'est un composant ou une pièce essentielle et en fait qui va être inamovible dans le produit, qui aura une durée de vie limitée. Et donc du coup, dès que cette pièce va lâcher ou être en panne, ça nécessitera de changer tout le produit. Cette obsolescence technique, elle peut être aussi indirecte, c'est-à-dire que ça peut être en rendant un produit irréparable ou alors en faisant en sorte que les pièces détachées pour la réparation soient indisponibles. Et du coup, là, vous avez un produit qui, dès qu'il va tomber en panne, devra être remplacé alors qu'il aurait très bien pu être réparé euh, autrement. Le deuxième grand type d'obsolescence dont on parle beaucoup, c'est l'obsolescence psychologique ou encore esthétique, ou des fois on parle d'obsolescence culturelle. Donc là, en fait, on ne parle même pas de panne ou de casse. C'est toutes les stratégies qui vont faire en sorte qu'un produit devienne obsolète aux yeux de ses utilisateurs et que ces utilisateurs veuillent en acheter un nouveau pour le remplacer alors que ce produit est encore parfaitement fonctionnel. Donc là, c'est toutes les stratégies de marketing, de communication et surtout aussi souvent de design des produits. Et donc, c'est vrai, extrêmement vrai dans l'industrie de l'électronique et du numérique avec les smartphones, par exemple, quand on voit que les gens en moyenne les renouvellent tous les 22 mois, il me semble. Et c'est aussi très fortement vrai dans l'industrie du textile avec cette logique de collection qui vient tous les ans ringardiser des produits qui ont été produits l'année dernière. Le troisième grand type d'obsolescence dont on parle beaucoup à Hop, c'est l'obsolescence logicielle. Donc là, je ne vais pas être trop long parce que c'est le métier d'Agnès d'en parler. Mais globalement, c'est un type d'obsolescence souvent qui repose sur le renouvellement des logiciels dans les équipements et qui va rendre des équipements qui sont encore parfaitement fonctionnels d'un point de vue technique. Donc, c'est-à-dire que les composants, tout ça, ils marchent bien, il n'y a pas de souci, l'appareil s'allume, etc. Mais c'est des problèmes logiciels qui vont faire que ces utilisateurs veulent le remplacer. Du coup, avant peut-être Agnès de te laisser développer un peu plus sur l'obsolescence logicielle, je voulais juste rappeler en quoi quand même c'est un problème. Parce que comme je vous l'ai dit, dans les années 30, finalement, des économistes voyaient même ça comme une solution pour la croissance de l'industrie. Donc c'est un problème. Premièrement, c'est un problème d'un point de vue, on peut dire, socio-économique, puisque déjà, l'obsolescence programmée, elle va générer une grande frustration de la part des consommateurs. Enfin, c'est-à-dire que vous achetez un produit et vous avez une durée de garantie de 2 ans, et au bout de 2 ans et demi, votre produit là, vous devez en racheter un. Enfin voilà, vous pouvez imaginer que c'est assez frustrant. Et surtout, c'est un modèle qui, du coup, nous rend un peu captifs d'une économie où, en fait, les principales industries sont délocalisées et ont l'obsession, on va dire, du profit maximum et donc des coûts, de maintenir les coûts des objets très bas. En fait, tout ça, ça va avec le modèle productif.
Mais surtout, l'obsolescence programmée, elle a un impact environnemental très, très fort. Et en fait, c'est des impacts environnementaux multiples, puisque du coup, ce renouvellement exacerbé des objets, il produit une extraction massive en fait, de ressources qui sont non renouvelables. Et donc, en fait, on est vraiment sur un modèle qui n'est pas soutenable, puisqu'on extrait beaucoup trop de ressources et on a beaucoup de métaux rares notamment, et d'ailleurs de métaux pas si rares comme le cuivre, qui sont en fait en stress du point de vue des capacités des réserves d'extraction disponibles. Évidemment, c'est un modèle qui produit énormément de déchets. Et donc là c'est un gros problème aussi, puisque du coup, souvent, c'est des déchets qu'on ne recycle pas, soit parce qu'ils ne sont pas recyclables, ou soit parce qu'on ne sait pas encore les recycler, ou qu'économiquement, ce n'est pas viable. Et donc, souvent, c'est des produits, surtout les produits électroniques comme les télés, les ordinateurs, les smartphones, qui finissent dans des décharges dans des pays en voie de développement. Et enfin, un impact qui était très souvent peu documenté, c'est aussi l'impact carbone du cycle de vie de ces produits. Du coup, on a des produits qui ont une durée de vie très courte et pourtant, ils demandent une grande quantité de carbone pour leur production. Et donc, plus on les renouvelle vite et plus l'impact carbone est élevé. Juste pour donner un chiffre, 80% de l'impact carbone des produits à forte composante électronique en fait, se situe lors de leur phase de fabrication. Donc, plus on allonge la durée de vie de ces produits et plus on réduit l'impact carbone de notre consommation. Voilà. Je laisse la parole peut-être à Agnès sur l'obsolescence logicielle. Oui, donc merci Ronan pour cette explication. C'était très clair et je pense qu'effectivement, ça donne une bonne introduction à ce qu'est l'obsolescence au sens large. Moi, je vais me focaliser plus effectivement sur l'obsolescence logicielle puisque c'est mon métier chez Fairphone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'obsolescence logicielle? Pas forcément que sur les téléphones. Ça veut dire que, comme tu le disais Ronan, tout marche bien d'un point de vue matériel, mais bizarrement, on ne peut plus utiliser l'appareil, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Et ce qu'il se passe, en fait, c'est que quand on parle de logiciels, il y a 2 grandes catégories de logiciels. Il y a les logiciels que vous utilisez pour un usage précis. Ça peut être des applications sur votre smartphone ou ça peut être LibreOffice sur votre ordinateur pour créer un document. Donc, ces applications-là, en fait, vont être compatibles ou non compatibles avec ce qu'on appelle le système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, c'est ce qui tourne sur votre machine. Donc, Android, par exemple, dans le monde de la téléphonie, ou iOS, ou dans le monde des laptops, ça peut être Linux, Windows, etc., ou Mac OS. Et donc, les applications doivent fonctionner avec l'OS, le système d'exploitation, et le système d'exploitation doit fonctionner avec la machine, plus ou moins. Et donc, à ces 2 niveaux, que ce soit au niveau applicatif ou au niveau du système d'exploitation, vous pouvez avoir des soucis. Alors, si je commence par le niveau système d'exploitation, donc c'est vraiment ce que moi je fais chez Fairphone. Donc, il faut qu'on fasse marcher des versions d'Android récentes sur un téléphone qui peut vieillir. Donc, par exemple, notre Fairphone 2, il est sorti en 2015. Donc, il va fêter ses 6 ans bientôt. Et évidemment, on est Fairphone, on veut que le téléphone il dure, on veut que les gens l'utilisent, etc. Donc, il faut faire en sorte que ce téléphone qui est vieux par rapport aux autres du marché, fonctionne toujours avec des versions récentes d'Android. Et pour ce faire, donc, il faut que le système d'exploitation tourne sur le matériel. Et le matériel, c'est principalement quelque chose qu'on appelle le chipset dans le téléphone, donc la puce, le processeur, un peu le cerveau de votre téléphone. Et ce processeur, il est sorti par des grands monopoles, comme, alors peut-être que vous avez entendu parler de Intel dans le monde des ordinateurs, mais dans le monde de la téléphonie, Qualcomm, Mediatek, ce genre d'entreprise. Et bizarrement, ces fabricants de puces vont pas forcément avoir en tête de faire du support logiciel long, puisque, on l'imagine bien, leur volonté, c'est de vendre souvent des puces pour que les fabricants fabriquent toujours plus d'appareils. Donc, ce qui se passe, par exemple, pour nous, dans le cas du Fairphone 2, on a embarqué une puce il y a 6-7 ans dans notre téléphone et il y a déjà 3 ans, le fabricant de puces nous a dit bah, « nous, c'est fini, on ne maintient plus cette puce, donc les dernières versions d'Android, vous vous débrouillez, mais nous, en tout cas, on ne les supporte plus. » Donc, typiquement, le Fairphone 2, il est sorti avec Android 5. Android 6 a été supporté par le fabricant de puces, Qualcomm.
Mais à partir d'Android 7, c'était fini. Donc, en général, c'est à ce moment-là que la plupart des fabricants de téléphones disent « bon, bah, c'est fini, on arrête, quoi. C'est pas de notre faute, c'est le fabricant de puces, etc. » Sauf que nous, bah, on veut défier ça, quoi. C'est pas pour faire un super Fairphone, mais c'est aussi pour montrer à l'industrie que c'est possible de le faire. Fairphone, c'est une petite boîte, on est 100 personnes. Moi, dans mon équipe d'ingénierie, on est 10, quoi. Donc, si à 10, on y arrive, on veut montrer que c'est possible pour les autres. Et donc, en l'occurrence, on a porté Android 7 sur Fairphone 2 en 2018. On a porté Android 9 sur Fairphone 2 en début d'année. Donc, c'est possible de le faire, techniquement parlant. Donc, il y a vraiment si on le veut, on peut. Il y a vraiment cette possibilité de fighter l'obsolescence logicielle. Si à 10, on y arrive, comme je viens de le dire, on ne voit pas pourquoi d'autres fabricants comme Samsung, Sony, Huawei n'y arriveraient pas. Mais en tout cas, rien n'est fait dans le système pour que ce soit facilité, que ce soit le fabricant de puces qui arrête le support d'Android très très tôt, ou même Android, donc Android c'est Google derrière, qui au bout d'un certain temps ne va plus maintenir des versions du système d'exploitation. Donc Android 7 n'est plus maintenu, Android 8 n'est plus maintenu. Ne plus être maintenu, ça veut dire que vous n'avez plus de mise à jour de sécurité, etc. Alors, ça peut paraître pas forcément obligatoire, mais ça l'est. Si votre appareil il n'a plus de mise à jour de sécurité, vos datas elles sont mises à mal, vous pouvez vous faire attaquer vos données personnelles. Donc, il faut vraiment que votre système d'exploitation soit à jour. Donc là, c'est pour vous expliquer un peu pourquoi c'est compliqué au niveau du système d'exploitation. Je suis désolée, je rentre un peu plus dans des choses techniques, mais je pense que c'est important de comprendre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est certes, c'est compliqué. Les monopoles en place, que ce soit Google ou les fabricants de puces comme Qualcomm, ne font rien pour que ce soit possible, mais techniquement, c'est possible. La preuve, on le montre chez Fairphone. Et on aimerait vraiment que l'industrie s'y mette. Et pour ce faire, ce qu'on appelle le développement open source est quand même vachement important, parce que nous, on n'y arriverait jamais sans la communauté open source. Donc, on a énormément de gens qui nous aident à porter ces nouvelles versions d'Android sur des chipsets un petit peu anciens. J'arrête là pour la partie système d'exploitation. Maintenant, je passe à la partie applicatif. Donc, si je parle d'un smartphone, WhatsApp, TikTok, tout ce que vous préférez en termes d'application. Ce qui se passe, c'est que les fabricants, les éditeurs de logiciels des applications, eux-mêmes, vont faire la même chose, ce que je viens de décrire juste avant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont dire « non, même nous, Android 8, Android 9, on ne le supporte plus ». Donc, votre appareil, il fonctionne. Votre smartphone, il fonctionne. Matériellement, il n'y a pas de pète, tout va bien, la batterie est parfaite, l'écran n'est pas pété, etc. Votre système d'exploitation est parfait. Potentiellement, il tourne, les mises à jour de sécurité sont faites, etc. Sauf que votre app préférée, elle ne va plus tourner sur le téléphone en question. Et bien vous, si vous êtes fan de cette app, je parle de TikTok, mais ce n'est pas le meilleur exemple, et ben forcément, si votre application préférée, elle ne tourne pas sur le téléphone, vous n'allez pas utiliser votre téléphone. Donc ça, c'est le dernier niveau d'obsolescence logicielle, c'est-à-dire qu'au niveau applicatif, on a des éditeurs qui limitent énormément le support des versions d'Android. Ce que je peux comprendre pour des raisons financières, parce que ça coûte cher, vous supportez une version d'Android, c'est beaucoup de ressources, beaucoup d'ingénieurs qui vont faire en sorte de faire tous les tests nécessaires pour montrer que ça marche. Donc certes, ce n'est pas facile, mais c'est clé. Puisque l'usage d'un téléphone qui est mis à mal par une application qui ne fonctionne pas, ça va faire en sorte que la personne n'utilise plus ce téléphone. Il y a une étude de la Commission européenne qui est sortie récemment qui montre que c'est 20% des raisons pour lesquelles les gens n'utilisent plus leur téléphone et le jettent, ce qui est catastrophique. Parce que comme je l'ai dit, votre téléphone peut tout à fait bien fonctionner. Et juste parce qu'une ou deux apps ne marchent pas, vous allez le mettre à la benne, quoi. Donc voilà, je vais prendre une question sur le chat. Étant donné qu'on a une petite structure, arrivez-vous à avoir une activité qui soit quand même rentable face à des géants, etc. Et étant donné le fait que vos téléphones ont une plus grande longévité. Alors, nos téléphones ont une plus grande longévité, mais hier, on a sorti le Fairphone 4. C'est-à-dire que tous les 2 ans, on sort des nouveaux téléphones parce qu'on pense que on peut happer des nouvelles personnes qui ont un téléphone depuis 5 ans et qui ont envie d'en acheter un autre. Donc, on sort quand même régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est tous les 2 ans, ce n'est pas non plus tous les 6 mois. Mais on sort régulièrement des nouveaux téléphones pour arriver à intéresser le plus grand nombre de personnes. La grosse différence, c'est qu'on les maintient dans le temps. Mais oui, c'est des ressources, mais comment dire, je citais l'exemple de mon équipe, on est 10 ingénieurs. 10 ingénieurs, ce n'est pas 1500. C'est-à-dire qu'avec 10 ingénieurs, on arrive à maintenir Fairphone 2, Fairphone Pro, Fairphone 4. Donc,
techniquement, c'est possible. Est-ce qu'on est rentable? L'entreprise existe depuis 2013. La première année où on était rentable, c'est en 2020. Donc, il nous a fallu 7 ans. Mais moi, donc c'est bien, c'est positif. C'est-à-dire qu'enfin, on est rentable, en tout cas à l'équilibre. Ça a été très long parce que je pense que pour une boîte comme la nôtre, on peut pas faire facilement rentrer des investisseurs. Ça, c'est vraiment la politique des gens qui ont monté de la boîte et j'en suis assez fière. C'est-à-dire que si vous faites rentrer trop d'investisseurs, tout ce qu'on fait là, le long lasting, enfin le support long terme, et puis tout ce qu'on fait sur les conditions de travail des gens dans la supply chain, ça peut paraître comme pas prioritaire. Donc, si on veut garder le pouvoir sur notre entreprise en faisant tout ce qu'on veut faire, et ben, faire entrer beaucoup d'investisseurs, c'est compliqué. En tout cas, c'est périlleux. Donc, on a toujours choisi de ne pas trop faire rentrer d'investisseurs. C'est pour ça que ça a été très long pour nous d'arriver à cette rentabilité. On fait ce qu'on appelle du slow growth, de la croissance lente. Et moi, pour moi, on pourra en reparler si vous avez des questions là-dessus, mais je pense que c'est clé pour arriver justement à faire des entreprises comme Fairphone. C'est possible sur le papier de faire rentrer beaucoup d'investisseurs et de choper des millions et de faire des levées A, etc. Mais c'est quasi impossible sur des projets aussi éthiques qu'est Fairphone. Donc, à mon avis, il est clé sur des projets comme ça d'avoir une croissance lente. Et oui, c'est qu'au bout de 7 ans qu'on est rentable, mais c'est quelque chose de très positif. Et j'espère bien que dans les années à venir, on ait suffisamment de moyens pour investir encore plus dans la R&D, ce qui est essentiel pour justement améliorer la durabilité de nos appareils. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup Agnès, on espère aussi de notre côté. Johan, vous avez parlé de l'obsolescence climatique, c'est-à-dire de rester dans les limites planétaires. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou plusieurs exemples sur lesquels vous avez eu l'occasion de vous pencher? Et est-ce que pour vous, il y a d'autres types d'obsolescence qui vous intéressent, sur lesquels vous travaillez, etc. Oui, alors avant de parler d'obsolescence climatique, je pense que je vais vous parler d'un autre type d'obsolescence qui sera typiquement dans la lignée de ce dont vient de parler Ronan et Agnès. Donc déjà, merci beaucoup Ronan et Agnès d'avoir fait ces interventions. C'est vrai que c'est très clair et on voit bien l'ampleur du problème, clairement. En fait, ce dont on se rend compte, du coup, c'est bien la problématique qu'il y a entre la surconsommation ou l'état des choses et la condition planétaire, en fait, que ça induit, le problème écologique que ça induit. Et du coup, chez Sinon Virgule et de manière générale dans la redirection écologique, il y a une thématique d'obsolescence qu'on traite, sur laquelle on travaille souvent, qui s'éloigne un peu en fait de la définition de l'obsolescence programmée, qui est vraiment une stratégie voulue, mise en place de vente et pour effectuer de la rotation de marchandises, mais qui est assez connue, c'est celle des technologies zombies. En fait, les technologies zombies, je vois Agnès hocher la tête, je pense que tu connais. Les technologies zombies, en gros, c'est l'ensemble des technologies qu'on essaye de garder vivantes parce qu'elles génèrent de la croissance ou parce qu'elles génèrent des profits. Alors même que si on prend le point de vue des ressources dont elles dépendent, donc soit de l'énergie, de l'extraction de matériaux, ou même la capacité du monde à les recycler et à les traiter, en fait, elles sont déjà obsolètes. Elles sont obsolètes par avance, en fait. Elles sont déjà condamnées d'un point de vue planétaire. Et en fait, ces technologies zombies, donc ça s'applique à plein de types de biens et de produits, hein, et ça s'applique autant à ce qui existe aujourd'hui, donc à des pans de notre marché, hein, que ce soit l'IoT ou voilà, plein de choses. Il y a potentiellement l'aviation, des choses comme ça qui peuvent rentrer dedans, mais je ne vais pas m'étaler dessus. Donc ça vaut pour ce qui existe et ça vaut pour ce qui n'existe pas encore. Il y a des estimations d'experts qui pointent un chiffre comme entre 50 et 100 milliards d'objets liés à l'IoT, donc Internet of Things, qui sera produit d'ici entre 2040 et 2050. Et en fait, ces objets-là, s'ils venaient, ils vont sûrement venir au monde, en fait, on n'aura pas la capacité énergétique de tous les alimenter. Donc, en fait, il y a un premier questionnement qui se pose. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire de tout cet ensemble d'innovations, de projets, de produits, de marchandises qui vont venir au monde
et dont on sait qu'ils vont soit dégrader la situation actuelle ou soit dégrader la situation future, et pour lesquels on ne sera pas en capacité de les accueillir concrètement. En fait, si j'étends un peu la réflexion, si on rend les choses, parce qu'il faut rendre les choses plus durables, mais si on les rend plus durables et qu'on continue la production de biens à cette vitesse, qu'est-ce qu'on va faire en fait dans un monde qui sera rempli de choses qui vont durer, mais voilà, qui se remplira au fur et à mesure? Qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, c'est un questionnement qu'on porte et pour lesquels on essaye de trouver des solutions dans la redirection écologique. Donc voilà, concrètement comment collectivement et de manière démocratique renoncer à certaines innovations, renoncer à certains futurs, fermer certains futurs, pour citer Alexandre Monin. Voilà, comment on arrive à se poser la question de la non-advenance de choses et de pans entiers de production. Voilà. Tout un tas de choses qui seraient potentiellement incompatibles avec la situation écologique dans laquelle on est, avec l'anthropocène. Voilà. Et ça, pourquoi? Pour laisser en fait de la place et du temps aux choses qui existent déjà et aux choses plus durables, le temps d'exister en fait simplement. Voilà. Donc ça c'est un premier questionnement qu'on a, c'est par rapport aux technologies zombies. C'est une première façon de voir l'obsolescence, donc qui n'est pas forcément programmée, mais bon, qui est induite par la surproduction. Et après, oui, on a ce qu'on appelle l'obsolescence climatique. En fait, si on change un peu d'échelle et de manifestations, donc à l'échelle d'une structure plus, voilà, et induite par des situations climatiques, on peut par exemple penser aux stations de ski. Hein. Le réchauffement climatique induit une perte d'enneigement, une réduction de l'enneigement chaque année. Donc voilà, il y a de moins en moins de neige à basse et à moyenne altitude, donc c'est à peu près en dessous de 2000 mètres. Et en fait, cette baisse d'enneigement, ce réchauffement climatique, il induit donc une baisse d'enneigement, il induit tout un tas de déséquilibres qui est une remontée de la faune, par exemple, vers des altitudes qui ne leur correspondaient pas à la base. Et ça, en fait, ça pose beaucoup de problèmes de durabilité et d'existence des stations de ski, du coup. Il faut savoir que d'ici à 30 ans, il y a des études qui ont été faites, hein, d'ici à 30 ans, dues au réchauffement climatique, il y a à peu près une trentaine de stations de ski en France qui sont exposées à une fermeture pure et simple de leurs activités. Et que si le réchauffement continue de cette manière-là, d'ici à 2100, il y aura, voilà, on table sur une vingtaine de domaines skiables qui seront encore en capacité de poursuivre leur activité de manière rentable. Donc une vingtaine sur, je crois que le chiffre à peu près c'est 330 ou 350, entre 330 et 350 stations en France, et toutes seraient situées dans les Alpes et à haute altitude. Donc ça, c'est un gros problème en fait d'obsolescence anticipée à l'échelle d'une structure. Et du coup, ça pose la question de quelle posture on adopte par rapport à ça. Donc, il y a une station, par exemple, qui s'appelle station de Métabiev, qui a commandé une étude il y a quelques années sur son avenir, hein, sur l'avenir de l'enneigement et sur ce qu'elle devait faire par rapport à ça. Cette étude, en fait, je crois qu'elle est dans le Jura, Métabiev, c'est dans le Jura, il me semble. Cette étude a mis au jour, en fait, le fait qu'elle serait plus rentable et que son activité devrait s'arrêter d'ici à 2030, plus ou moins simplement. Et du coup, elle a commandé, en plus de cette étude-là, une espèce d'étude sur quelle posture adopter voilà, pour passer de ce modèle-là à un autre. Ça, c'est des questions qu'on se pose typiquement à la redirection écologique. Hein. C'est ce qu'on appelle des protocoles de renoncement. Hein. C'est de manière démocratique, à l'échelle d'un territoire ou d'une infrastructure, comment on réfléchit à passer d'un état à un autre, comment on réfléchit à renoncer à certaines activités, et comment on fait pour faire émerger tous les liens écologiques, sociaux et économiques que cette infrastructure elle possède avec son territoire, pour essayer de limiter les impacts de ce renoncement. Et donc ça, c'est une grande question qu'on se pose aussi en redirection écologique. Donc l'obsolescence des structures qui peuvent être induites par le climat.
Merci beaucoup, Johan. Est-ce que, vous pourriez nous préciser, ou nous donner un exemple de technologie zombie dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, de manière générale, je pense que tout ce qui est objet connecté, Ronan en parlait tout à l'heure, hein, le stress qui est appliqué dans la production d'objets connectés, donc le stress sur les matériaux, sur la production, l'émission des gaz à effet de serre qui sont faites pendant la production de ces objets-là, le coût d'usage réel des objets tout au long de leur vie et le fait qu'on n'arrive pas à aller aujourd'hui à les recycler, voilà, une intrication de matériaux qui est assez incroyable dans l'IoT. Enfin, tout ce qui fait partie de ces objets IoT, je pense que on est déjà sur un ensemble de technologies zombies qui sont, si on veut respecter nos engagements écologiques, qui sont amenés, on sera amené à faire preuve de sobriété par rapport à ça, à réduire la production, à réduire la consommation de ces produits-là. Euh, ouais. D'accord, merci beaucoup. On va faire un dernier, tour de table avant les questions sur, les actions qui peuvent être mises en place pour lutter contre, tous les problèmes, induits par, l'obsolescence, imposée, enfin stimulée. Hem et vous avez parlé de la sensibilisation, Ronan, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et on vous en remercie, tous les 3. Est-ce que, Agnès, vous avez évoqué, l'open source. Est-ce que vous avez des Quelles sont les actions collectives, et individuelles qui peuvent être mises en place vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des citoyens pour, lutter contre, l'obsolescence programmée? Ronan, si vous vouliez ajouter, certaines choses? Oui, je vais commencer par peut-être les actions individuelles. C'est dur, hein, en tant que simple citoyen de se dire je vais lutter contre l'obsolescence programmée. Après, il y a plein de choses qui sont possibles, disons, pour essayer de réduire l'impact environnemental de sa consommation propre et d'essayer d'aller vers des produits plus durables. Le premier, c'est quelque chose auquel finalement on ne pense pas assez souvent, mais il y a des petits gestes d'entretien sur tous nos équipements qui sont assez simples en fait et qui permettent quand même euh, de booster la durée de vie de nos équipements, puisque l'ADEME montre quand même que une des principales raisons souvent des pannes qui surviennent en fait sur les équipements électriques ou électroniques, c'est aussi un manque d'entretien. Et ensuite, surtout, pour faire écho un peu à ce que disait Johan, c'est, je pense, de chacun réinterroger sa consommation, ses besoins, acheter uniquement quand on a vraiment besoin de quelque chose et essayer de ne pas tomber justement dans les logiques d'obsolescence culturelle que je décrivais au début de mon intervention. Et après, quand on achète, alors on peut acheter du neuf avec Fairphone, par exemple, du neuf qui est plutôt le plus éthique et le plus environnemental, enfin respectueux de l'environnement possible. Mais on peut aussi acheter d'occasion avec le réemploi, le reconditionné, la seconde main. Enfin voilà, il y a de multiples initiatives et entreprises qui se montent dans ces domaines en ce moment. Et par exemple, acheter un téléphone reconditionné en France, c'est quand même baisser l'impact environnemental de son achat de 75% par rapport à l'achat d'un téléphone neuf. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir en tête. Et souvent, on ne pense pas, mais quand un objet il est en panne, on n'est pas obligé de le remplacer, mais on peut aussi le réparer. C'est vrai qu'on a un peu délaissé la réparation dans nos sociétés d'abondance durant ces dernières décennies. Et on se rend compte que, aussi bien d'un point de vue environnemental, c'est très vertueux de réparer son objet. Et en plus, d'un point de vue social, c'est des emplois qui sont sur nos territoires, de proximité, qui ne sont pas délocalisables ou peu délocalisables parce qu'en fait, on peut toujours transférer des objets, mais ça renchérit le coût. Donc voilà. Donc voilà. Mais après, ça c'est bien de l'avoir en tête, mais ça suffit pas et c'est pour ça aussi que on a créé l'association HOP. L'action collective est aussi ultra importante parce que on peut chacun réfléchir à sa consommation le mieux. Si les produits sont conçus pour ne pas durer, les consommateurs finalement leur marge de manœuvre elle est très faible. Et donc, comme je le disais brièvement en intro, chez Hop, on essaie d'avoir deux types d'actions collectives.
enfin aussi 3, puisqu'on essaye directement d'influer en parlant avec certaines entreprises. Mais maintenant, on peut aussi faire des actions en justice, puisqu'il y a des délits. J'ai parlé du délit d'obsolescence programmée. Il y a aussi maintenant un nouveau délit dans la loi AGEC, donc la loi contre le gaspillage et pour une économie circulaire, qui interdit en fait l'irréparabilité d'un produit par un fabricant. Donc voilà, il y a des objets juridiques et par exemple, avec l'association Hop, on avait fait une plainte contre Apple qui justement ralentissait les iPhone 6 suite à une mise à jour. Et du coup, l'entreprise a versé une amende et ça a initié aussi une dynamique puisque l'entreprise a été poursuivie dans plein de pays pour cette pratique. Et voilà, ça a fait parler du problème et on espère que ça a contribué à changer les choses. Et enfin, je pourrais y revenir s'il y a un peu des questions dessus aussi, mais on essaie du coup d'influer beaucoup sur les réglementations, les lois en vigueur. Et l'association a fait un très fort plaidoyer durant le processus législatif d'élaboration de la loi AGEC, donc pour l'économie circulaire. Et on a notamment obtenu des mesures assez fortes. Vous avez peut-être remarqué que depuis janvier 2021, il y a un indice de réparabilité qui indique du coup si un produit est plus ou moins réparable en rayon ou sur Internet. Donc maintenant, c'est un indice qui est devenu obligatoire sur certaines catégories de produits en France. En 2022, il va y avoir un fonds qui va, un peu comme le coup de pouce vélo, qui va viser en fait à permettre aux consommateurs d'avoir une réduction sur une facture de réparation directement au moment de la réparation. Donc voilà, tout ça, c'est aussi des combats à mener où on a toujours besoin d'être plus fort et plus nombreux. Donc souvent, voilà, on a des tribunes, des lettres ouvertes, des pétitions qui permettent aussi de soutenir nos actions de lobbying. Et je pense que le dernier point aussi, il est dans ne pas sous-estimer la force collective des consommateurs, d'aller vers des produits toujours plus durables et mieux conçus. C'est aussi envoyer des signaux aux fabricants. Merci beaucoup, Renan. Pour poursuivre dans cette idée de redonner du pouvoir décisionnel aux consommateurs et aux clients, Agnès, est-ce que chez Fairphone, les actions qui peuvent être mises en place au niveau de toute la communication autour voilà, de l'obsolescence, de ce qui peut être mis en place, de l'impact écologique, des conditions de travail, etc. Est-ce que vous pourriez un peu nous en parler? Oui, bien sûr. Alors déjà, ce qu'on dit souvent chez Fairphone, c'est que le téléphone le plus durable et le plus éthique, c'est pas un Fairphone, c'est le téléphone que vous avez déjà. Donc ça, c'est pour vraiment encourager les gens à garder leur téléphone, ça c'est clé. On essaye aussi, moi il y avait une campagne de iFixit que j'aimais beaucoup, qu'on avait aussi relayée. C'était pendant le Earth Day en mars dernier. Ils avaient fait une campagne un peu provocatrice, genre Do not recycle, but repair. Donc ne recyclez pas mais réparez. Donc ils se sont fait un peu casser du sucre sur le dos, genre mais pourquoi il ne faut pas recycler? Bien sûr que si, il faut recycler. Je rejoins ton discours, Ronan. Évidemment que c'est mieux d'acheter un téléphone de seconde main plutôt que d'en acheter un neuf. Mais néanmoins, le truc du recyclage, et c'est ce qu'on essaye de communiquer chez Fairphone, ça peut être aussi un peu un piège à la surconsommation. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je connais plein d'utilisateurs Apple, pour ne pas les citer, mais il y en a plein d'autres, qui achètent un iPhone chaque année parce qu'ils veulent vraiment un truc nouveau pour des raisons qui peuvent paraître parfois un petit peu bizarre, mais en tout cas, c'est le fait de recycler un téléphone, ça va être un appel à j'en achète un nouveau chaque année. Donc, on essaye aussi de sensibiliser vachement à ça. Même si on a des programmes de recyclage, on fait beaucoup de choses là-dessus, on essaye de dire, ouais, avant toute chose, gardez votre téléphone, même si ce n'est pas un Fairphone, gardez votre téléphone, essayez de le réparer. Je rejoins Rodan sur ce que tu as dit autour de la réparabilité. Voilà, soyez bien vigilants sur la réparabilité de votre téléphone. Et de toute façon, il faut se dire qu'un téléphone qui est réparable, il est recyclable plus facilement aussi. Quand on parle design, votre téléphone est démontable, donc pas de batterie collée, pas d'écran collé, forcément, il sera plus recyclable. Donc, être sensible au type d'appareil que vous achetez sur le fait qu'il soit démontable facilement, pas forcément par vous-même. Bon, nous, Fairphone, on prône cette approche de répare-le toi-même.
Mais vous avez aussi l'avantage d'avoir cet indice de réparabilité maintenant transparente chez la plupart des distributeurs. Ça permet aux gens de se rendre compte si n'importe quel réparateur de téléphone pourra réparer votre téléphone facilement ou pas. Donc ça, je trouve que c'est clé, parce que finalement, cet indice de réparabilité, bientôt cet indice de durabilité, ça va pouvoir permettre aux personnes, aux consommateurs, de comprendre comment ça marche, de les intéresser dans cette démarche de « Ah ok, un téléphone, c'est compliqué. Quand je l'ouvre, je vois bien que c'est un produit complexe qui est plus ou moins réparable, etc. » Donc, ça appelle aux gens aussi à prendre conscience de tout ça. Et nous, on essaie toujours de pousser la démarche un peu plus loin, c'est-à-dire que s'intéresser au fait de savoir si votre téléphone il est réparable ou pas, si vous faites un pas de plus, bah, vous allez vous intéresser à qui le fabrique. Donc ça, c'est l'autre aspect de Fairphone, où on essaye d'expliquer aux gens que bah oui, votre téléphone, c'est pas une banane qui pousse sur un arbre, c'est un téléphone qui nécessite 200 composants, une cinquantaine de métaux rares, de métaux et de terres rares, que derrière l'extraction de ces métaux, il y a énormément d'exactions sociales et pas seulement environnementales. L'industrie du recyclage, c'est l'industrie la plus catastrophique en termes de travail d'enfants, par exemple. Ça aussi, on essaie de le répéter. Donc, pareil, hein, si on veut s'acheter une bonne conscience en recyclant votre téléphone, faites attention à comment vous le recyclez aussi, parce que les chaînes de recyclage sont parfois pas terribles en termes d'exploitation du travail des enfants. Donc, c'est aussi à ça qu'on essaie de sensibiliser les consommateurs et consommatrices pour essayer d'expliquer que une des raisons aussi pour lesquelles on devrait être très vigilant et vigilante sur nos achats d'appareils électroniques, il n'y a pas que le côté environnemental, il y a aussi le respect des gens qui travaillent derrière cette supply chain. Chez Fairphone, on essaye d'incorporer beaucoup de minerais fair trade comme le chocolat, conflict free, donc des minerais qui ne financent pas les conflits armés, et child labor free, donc ça veut dire sans financement du travail des enfants. Donc ça aussi, c'est des démarches qu'on essaie de pousser. En août dernier, en août 2020, on a signé la Fair Cobalt Alliance, donc l'alliance de cobalt équitable, où Volvo, Tesla nous ont rejoints. Philips nous avait rejoint sur un autre programme autour de l'or équitable. Donc, on essaie vraiment de pousser ces programmes-là pour qu'on ne soit pas les seuls dans l'industrie électronique à pousser le fait de respecter les conditions de travail des gens, mais que aussi des plus gros nous rejoignent, ce qui forcément, quand vous pensez au volume de cobalt que Tesla peut acheter, c'est évidemment pas le même que Fairphone, et c'est très bien que des boîtes comme ça rejoignent ce genre d'initiative. Donc, on essaie tout le temps, pour résumer, chez Fairphone, de ne pas focaliser que sur la partie environnementale, mais aussi sur la partie sociétale, ce qui est beaucoup plus dur, hein, notamment en France, je ne sais pas pourquoi. Mais chaque fois que je suis invitée à faire des débats sur le coût environnemental du numérique, etc., à chaque fois que j'essaye de pousser le sociétal ou le social, parfois j'ai un peu de j'ai des réticences face à moi. Donc, en tout cas, voilà, notre position chez Fairphone, c'est vraiment, vraiment de pousser aussi cette prise de conscience-là. Merci Agnès, c'est très intéressant. Johan, vous avez évoqué une action plus structurelle, c'est-à-dire changer de paradigme, de matrice pour rester justement dans les limites planétaires. Est-ce que vous voyez d'autres actions qui peuvent être mises en place et comment on peut essayer de changer ces paradigmes mentaux d'un modèle productiviste et consumériste qui cause énormément de dégâts? Oui, déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. D'accord, très bien. Oui, ben j'en vois plusieurs. Hein, j'en vois plusieurs. En fait, déjà, redonner le pouvoir aux consommateurs, c'est déjà une très bonne chose, parce que c'est une chose sur laquelle les industriels, de manière générale, ont un contrôle assez fort. Mais redonner le pouvoir de décision au consommateur, ça induit de lui donner les bonnes informations, en fait, de lui montrer les bonnes informations. En fait, il y a un espèce de chantier de revisibilisation de ce que sont les choses et de ce que coûtent les choses qui est à opérer. Alors, je ne sais pas si c'est à opérer dans le cadre de projets industriels ou marchands, ou alors est-ce que c'est dans le cadre de l'engagement personnel en tant que designer ou d'être comme ça. Mais en tout cas, il y a un espèce de chantier de revisibilisation qui est à mener pour montrer un peu le coût réel, que ce soit social, que ce soit écologique ou économique, de la production des choses. Pour citer par exemple Razmik Kechoyan sur les besoins artificiels,
il fait un bon parallèle sur voilà, le prix marchand, la valeur d'une marchandise et son prix d'usage, en fait. Quand on achète par exemple, une imprimante, on va l'acheter 40 €, on va se dire, voilà, on va se dire c'est une bonne affaire, ça coûte pas cher, bon, j'aurai sûrement des cartouches à acheter plus tard, mais bon, voilà, ça, c'est OK. Si on avait en face de nous la réelle valeur de ce qu'est l'usage d'une imprimante, donc ce que ça nous coûte à l'année en termes de rachat de cartouches, ce que ça nous coûte en termes de production, de consommation d'électricité, ce que ça coûte en termes de production mondiale et tout. Je pense que si on avait cette information-là qui serait affichée au moment de l'achat, je pense que ça changerait beaucoup de choses en termes de consommation. Donc, c'est pareil pour la production d'objets IoT. Si on avait une espèce de carte, si on était capable de voir la carte un peu de la production mondiale, voilà, si j'achète un téléphone, où sont extraits les matériaux qui servent à sa production, où est-ce qu'ils sont acheminés, où est-ce que la production est faite, où est-ce que la vente est faite, où est-ce que le marketing est fait. Enfin voilà, il y a tout un ensemble d'informations qui serait bon de revisibiliser et de mettre à disposition des utilisateurs. Et ça, c'est un champ assez grand voilà, de ce qu'on serait capable de faire, voilà, de manière simple. Et après, oui, en termes de conception, Ronan et Agnès l'ont abordé, mais oui, la réparabilité des choses, c'est quelque chose qui est primordial. Hein. C'est pas ce qui se fait aujourd'hui, mais dans l'idéal, on devrait penser l'ensemble des marchandises comme un système interopérable, donc travailler sur l'interopérabilité, comment prendre quelque chose pour le remettre sur autre chose. Enfin, voilà, la modularité et l'interopérabilité pour que toutes les choses fonctionnent ensemble, hein, ce serait l'idéal. C'est pas comme ça aujourd'hui, mais voilà, ça serait une bonne solution. Et après, en point de vue de designer, au moment de la conception, l'idéal, ce serait d'instaurer bon, c'est un peu radical, mais c'est ce qu'on pense, d'instaurer un espèce de droit existé, quoi. Si on veut réduire la production de choses, on se doit de questionner le droit existé et les conditions d'existence des choses qui viennent à naître au monde, quoi. Et ça peut se faire déjà en introduisant de manière très stricte les limites planétaires, hein, donc en termes d'extraction, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de respect de toutes les limites qu'on s'est fixées, en termes de réparabilité aussi, hein, bien sûr, ou de recyclage. Mais c'est aussi, dans l'idéal, questionner le milieu dans lequel on souhaite insérer un produit. Si je décide de produire quelque chose pour un milieu spécifique, l'idéal, ce serait de questionner ce milieu. Est-ce que ce milieu est capable d'accueillir, déjà en termes de place? Est-ce qu'il n'y a pas, si je veux produire un nouveau téléphone, est-ce qu'il n'y a pas un ensemble de téléphones qui ressemblent déjà de manière très proche et qui remplissent exactement les mêmes fonctions? Questionner le milieu en termes de capacité de transport, en capacité de traitement, en termes de capacité de recyclage. Et simplement peut-être questionner le milieu ou les utilisateurs. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir un nouvel iPhone tous les ans, quoi? Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir une Apple Watch qui sort tous les ans, quoi? Et en fait, il faudrait essayer de les questionner en amont plutôt que de les questionner pendant la production d'un objet, quoi. Donc, questionner le milieu dans lequel on souhaite s'insérer, ça pour moi, ce serait nécessaire à mettre en place dans la conception. Merci Johan et merci à tous les 3 pour toutes les pistes que vous avez évoquées. On va passer aux questions-réponses jusqu'à 12h30. Et Agnès, c'est une question pour vous. N'y a-t-il pas plus de risques au niveau de la sécurité pour Fairphone, sachant qu'un software vieillissant peut permettre plus de failles critiques de sécurité? Alors, justement, nous, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on fait, c'est vraiment de porter des versions récentes d'Android sur des vieux chipsets, sur des vieilles puces, donc des téléphones, des versions d'Android supportées, avec encore des mises à jour de sécurité. Parce que justement, si jamais vous laissez traîner votre système d'exploitation un peu trop longtemps, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité. Donc, Android 7 n'a plus de mise à jour de sécurité, Android 8 n'a plus de mise à jour de sécurité, alors que c'est encore le cas pour Android 9, 10, 11. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est justement le portage de cette nouvelle version d'Android, parce qu'effectivement, si on laisse les vieilles, il y aura des trous de sécu.
Donc, effectivement, c'est un vrai enjeu, la sécurité, mais c'est pour ce faire, pour que le niveau de sécurité soit bon, il faut porter ces nouvelles versions d'Android. Et ce qui est compliqué, c'est de le faire sans le support du fabricant de puces. Donc, nous, on développe les couches logicielles entre la puce et les nouvelles versions d'Android. Et ce qu'on veut montrer, c'est que si nous, on y arrive avec des chipsets super standards, parce que Qualcomm, c'est le plus gros monopole du marché en fabricant de puces, si on arrive à faire ces couches entre le chipset Qualcomm et Android, tout le monde devrait y arriver. C'est ça qu'on veut prouver. C'est qu'on n'a pas honte de dire qu'on le fait à juste 10, parce que c'est pas qu'on est fier de ça, c'est juste pour dire que c'est possible techniquement. Parce que laisser un téléphone sans mise à jour de sécurité, c'est super dangereux. Merci Agnès. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a une autre question pour vous qui est est-ce qu'acheter un Fairphone ou un téléphone durable, c'est aussi forcément accepter un service ou un produit qui soit moins efficace et fonctionnel? La personne nous donne un peu son ressenti Sur le client qui dit Fairphone 2, ouais. oui, je suis ravie d'avoir un Fairphone, mais clairement au quotidien, Yeah. il y a des contraintes. Ouais, alors c'était tout à fait vrai sur le Fairphone 1 et 2. Et encore une fois, je pense que sans cette communauté de départ, ces early adopters, on ne serait plus là aujourd'hui. Donc sur le Fairphone 1 qui était vendu à 50 000 exemplaires et sur le Fairphone 2 qui était vendu à 130 000, on a eu beaucoup de problèmes de qualité. Faire un téléphone modulaire sur le Fairphone 2, par exemple, le fait que vous puissiez l'ouvrir, changer les pièces facilement vous-même, etc., techniquement, c'est super dur. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il y a du jeu entre les pièces. On n'avait pas voulu mettre trop de vis, donc il y avait beaucoup de choses clippables sur le Fairphone 2, ce qui semblait être une bonne idée au niveau design parce que c'est facile à changer. L'écran, il se changeait juste en déclippant une pièce et c'est tout. Mais sauf qu'au bout d'un moment, il y avait du jeu en fait sur ces éléments-là. Et donc, forcément, au niveau matériel, le Fairphone 2 a eu beaucoup de soucis. Et moi, j'utilise encore un Fairphone 2. Il y a encore beaucoup d'utilisateurs du Fairphone 2. Mais oui, on sent un peu le côté on est des warriors. Pour continuer à utiliser ces téléphones-là, il faut en vouloir. Mais ce n'est plus le cas sur le Fairphone 3 et encore moins sur le Fairphone 4 qui vient de sortir. Donc, on a heureusement amélioré la qualité. Mais par contre, l'histoire, elle est intéressante. C'est-à-dire que sans ces gens-là au démarrage de Fairphone, la boîte n'existerait plus aujourd'hui parce qu'effectivement, on a eu ces personnes très militantes, très engagées, qui ont fait confiance à ce projet-là, alors que ce n'était pas facile sur le papier. Fairphone 1, ça a été lancé par des personnes qui étaient militantes, qui faisaient des campagnes de sensibilisation contre les minerais dits de conflit, mais ce n'étaient absolument pas des ingénieurs. Les gens qui ont lancé Fairphone, c'était des activistes. Je dis souvent que si Fairphone avait été lancé par des gens comme moi, plutôt profil ingé, etc., le projet n'aurait jamais eu lieu. Parce que de manière cartésienne, c'est dingue de faire un téléphone, c'est compliqué. Donc oui, les premiers téléphones avaient beaucoup de soucis. Donc je remercie cet utilisateur ou utilisatrice qui est toujours là à utiliser son Fairphone. Parce que oui, il y a des soucis. Le Fairphone 3 est de bien meilleure qualité et le Fairphone 4 sera encore mieux. Mais je reviens à l'idée de la croissance lente tout à l'heure, c'est qu'à chaque itération, on est sur du design systémique, sur du design itératif, c'est qu'à chaque itération de téléphone, on s'est amélioré, on a appris de toutes nos erreurs, mais ce n'est pas parfait. Même sur l'incorporation des minerais dits fer, sur le Fairphone 4, on est à 14 minerais aujourd'hui sur une quarantaine. Donc, on n'est pas encore à 100%, mais pareil, on dit, on est transparent là-dessus, on a des articles de blog sur le sujet, parce que pour incorporer un minerai fer, parfois, ça nous prend 3 ans. L'affaire Cobalt Alliance, rien que pour le cobalt, on a mis 3 ans à mettre en place toute cette lignée de mines équitables en bossant localement avec les gens. On a passé des mois, voire des années sur place. Voilà, donc c'est une journée, un chemin qui est très, très long. Mais on va y arriver avec ces early adopters, donc ces personnes comme celles qui posent la question, qui ont été là depuis le début, quoi. Et on les remercie aussi. Est-ce que vous avez prévu de sortir un module de mise à niveau pour le Fairphone 3 pour le mettre au niveau du Fairphone 4? Alors, ça, c'est une vraie question. J'ai eu pas mal de questions. Enfin, j'ai vu des questions aussi sur les cartes mères. Donc, les Fairphone, vous pouvez changer les modules qui cassent facilement. Donc, l'écran, la batterie qui s'use, le speaker, la prise USB, enfin bref, ces choses-là. Ce que vous ne pouvez pas changer, c'est le processeur et la carte mère, on va dire le noyau dur. Mais idéalement, ce serait un de nos projets, mais techniquement, on n'en est pas encore là, mais effectivement, idéalement,
ce qu'on aimerait, en tout cas moi, c'est un projet qui me ferait vraiment, que je trouverais ultra pertinent, c'est qu'on ne parle plus de Fairphone 2, 3, 4, etc., mais qu'on parle d'une plateforme, d'un outil qui soit évolutif. C'est-à-dire qu'un jour, vous pourriez aussi changer ce processeur, puisqu'il conditionne justement ces versions d'Android, etc. Mais pour ce faire, techniquement, c'est un travail de dingue, parce que ça veut dire que vous avez une rétrocompatibilité avec tous les composants, etc. Alors, on l'a eu fait entre le Fairphone 3 et le Fairphone 3 Plus sur la caméra, mais non, aujourd'hui, entre le Fairphone 3 et le Fairphone 4, vous ne pouvez pas facilement changer les composants. Tout est lié au processeur qui évolue. Donc, le processeur, le module, le modem, le module haut-parleur, etc., est complètement conditionné au type de processeur. Mais idéalement, effectivement, qu'on aimerait ça un jour. Mais il va nous falloir une petite dizaine d'années supplémentaires pour arriver à ça, parce que c'est très, très compliqué techniquement d'arriver à switcher le processeur. Mais ça sera l'idéal. Et oui, effectivement, il y avait une question sur changer la carte mère et la RAM sur le Fairphone. Une personne demandait, si on pouvait la changer ou pas. Il y avait un petit doute, Donc après, vous là-dessus. pouvez rajouter vous pouvez rajouter une SIM card, des choses comme ça. Par contre, non, la carte mère et le processeur, vous ne pouvez pas les changer. C'est tout ce que j'expliquais à l'instant. C'est-à-dire qu'idéalement, ce serait ce à quoi on pourrait aspirer, parce on ne parlerait plus de modèle de Fairphone, mais on parlerait d'un Fairphone. Et vous le garderiez 15 ans. Le module de vibration, par exemple, ce qui vibre sur votre téléphone, ça ressemble un peu à votre sonnette chez vous. C'est-à-dire que c'est un truc qui peut durer 20 ans, techniquement parlant. C'est plein de tungstène, un métal qui est très, très compliqué, où il y a beaucoup de générations de conflits armés, d'ailleurs. Et donc, potentiellement parlant, ça serait génial si votre moteur à vibration, vous pourriez le garder 20 ans. Mais pour ce faire, il faudrait qu'on soit capable de pouvoir changer le processeur. Techniquement, on n'en est pas là. Il va falloir qu'on embauche quelques ingénieurs supplémentaires. Non, techniquement, c'est ultra compliqué. C'est pas qu'on ne veut pas, hein, c'est que il faudrait vraiment des forces de R&D pour arriver à faire des choses comme ça. Mais évidemment que ce serait notre but ultime. Merci Agnès. Yoann, on a une question sur les technologies zombies. Est-ce qu'une Apple Watch est une technologie zombie? C'est une bonne question. Est-ce qu'une Apple Watch est une technologie zombie? Ben, si on regarde, en fait, c'est simple. Si on regarde aux matériaux nécessaires pour la construire, à l'intrication de matériaux qu'elle peut induire, je pense que oui, c'est une technologie zombie, clairement. C'est tout ce qui est de l'ordre des objets qui sont des objets électroniques qui nécessitent beaucoup d'extraction, hein. Tout à l'heure, on donnait quelques chiffres. Agnès donnait des chiffres, mais c'est vrai, hein, pour un téléphone, c'est 50 à 70 matériaux différents, c'est 70 kilos de roches qui sont extraites. Voilà, c'est absolument inconcevable à l'échelle du nombre de produits connectés qui peuvent être aujourd'hui en circulation, et surtout à l'échelle du nombre de produits qui vont venir au monde d'ici les prochaines années, quoi. Donc oui, c'est d'ores et déjà pour moi une catégorie de produits qui peuvent être presque obsolètes. Agnès, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je veux juste rajouter, je n'ai pas d'action chez Apple, je ne suis pas fan d'Apple, etc. Par contre, juste pour être assez fair avec eux, Apple, c'est loin d'être les pires en termes de longévité de produits. Pas forcément sur les watches, mais sur les iPhones, leurs téléphones, je veux dire. Ils ont quand même un bon support logiciel. Enfin, c'est incomparable avec la stack Android. Votre téléphone, votre iPhone 6, il reçoit encore, si je ne me trompe pas, des mises à jour logicielles, ce qui est quand même assez cool du point de vue de la longévité. Tout est fait pour que vous puissiez garder votre téléphone. Et sur les watches, ils bénéficient aussi de ce support long terme. Donc, c'est loin d'être les plus mauvais candidats sur le fait de sortir des technologies zombies par rapport à tous les autres. Et les autres étant, si je parle des téléphones, toutes les marques supportant plutôt des stacks Android. Et du coup, je me permets de rebondir Ouais, bien sûr. Ouais. directement. Mais oui, tu as raison de le dire. Et oui, il faut rendre à César ce qui est à César, hein. C'est vrai que les produits Apple durs,
on pourrait aussi leur dire qu'ils se rattrapent dans la réparabilité des produits, dans le fait de coller beaucoup de choses et Oui, d'intriquer. oui, Bon, tout voilà, à fait. c'est dans une logique, de Oui, tout à finesse, fait. c'est dans une logique de performance. Voilà. Mais Apple, voilà, on a vu hein, comment ça s'appelait là, pas les AirPods, les iPods, voilà, à l'ancienne les iPods qui n'étaient pas démontables, on ne pouvait pas les Carrément. réparer, ils préféraient qu'on en rachète de nouveaux. Enfin voilà, ils collent tout, les cartes mères qui sont collées et tout. Enfin voilà, je pense qu'ils se rattrapent aussi sur ça. Non, mais bien sûr. Et puis leur programme de recyclage, voilà, il n'y a absolument pas de vigilance sur le travail des enfants. Enfin là, il y a plein de choses Ouais. qui déconnent aussi chez Apple, mais quand même sur la Mais ça, durabilité, notamment software, ils sont quand même assez impressionnants. Donc, et bon. Voilà. C'est pour ça en fait que c'est difficile à classer Oui, tout à des fait. objets ou des marques dans les catégories zombies. C'est plus des pans entiers en fait Ouais. de notre industrie. Et c'est surtout des façons. Exactement. En fait, c'est une opposition entre les impacts écologiques, le rythme de production, la consommation qu'on en fait, et c'est tous ces Exactement. critères-là qui rentrent dedans. Et là où je vous rejoins, Johan, c'est la partie IoT, quoi. Voilà, vraiment sur cette partie-là, c'est une catastrophe, quoi. Rien n'est fait, il y a beaucoup de choses embarquées, donc difficulté de mise à jour. Et donc là, vraiment, on va faire face à beaucoup de technologies zombies. Et donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, quand j'ai des potes qui me demandent, ah, tiens, vu que je suis informaticienne, évidemment, j'ai toutes mes tantes, mes oncles et mes potes qui me demandent ce qu'ils devraient acheter pour équiper leur maison avec un thermostat intelligent ou je ne sais quoi. Et à chaque fois, je dis, attention, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une cafetière qui se met en route à 3 heures du mat, quoi. Mais ouais, mais c'est ce problème. Mais en fait, c'est une bonne question aussi à se poser. Hein, c'est à quel besoin Bah oui, oui, on fait face, quoi. Est-ce que c'est un besoin, encore une fois pour citer Razmik Kocheyan, est-ce que c'est un besoin artificiel? Est-ce que c'est un besoin qui est créé de toutes pièces? exactement. Est-ce que c'est un besoin historique, culturel, ou est-ce que c'est un besoin biologique absolu, authentique? Voilà, Exactement. c'est une bonne question. Et le piège, c'est que donc l'IoT en général, ce qu'on peut dire, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est que très très compliqué pour avoir une durabilité dans l'IoT. C'est vraiment pire que tous les gros appareils électroniques que vous avez entre vos mains, téléphone, laptop compris. Et le problème, c'est que sur beaucoup de technologies IoT, il y a un appel au green. C'est-à-dire que votre serre connectée, votre thermostat intelligent qui va optimiser votre consommation, ouais, enfin, voilà. Le problème, c'est que c'est souvent des appareils qui nécessitent beaucoup de capteurs et qui vont être périssables très, très vite. Donc, je suis assez vigilante là-dessus. Je ne dis pas qu'il y en a qui ne font pas un travail un peu plus correct, mais en général, c'est quand même relativement la catastrophe. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi un critère qui participe aussi à la consommation, pour moi, de biens numériques de manière générale, c'est les imaginaires qui sont associés à ça, hein, les imaginaires du nuage, de la légèreté, voilà, des choses qui sont associées à ce truc-là et sur lesquelles on devrait travailler. Les gens pensent que, bon voilà, ils ont quand même cette vision de oui, je consomme un bien qui est numérique, donc potentiellement il y a plusieurs pièces et tout. Mais après, voilà, c'est Internet, c'est léger, c'est pas, voilà, ça consomme rien et tout, alors qu'il y a toute l'infrastructure qui existe derrière pour faire Qui fonctionner derrière, ce et voilà, truc-là, les data qui centers. consomme, qui produit. Exactement. Voilà. Moi, il y a une autrice dont je me rappelle plus le nom qui disait quelque chose que j'aimais bien. Il faut tout le temps arriver à rematérialiser l'immatériel. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as raison, Johan, sur le côté, voilà, on a l'impression que voilà, ça n'a pas de coût, c'est virtuel, etc. Mais pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a un bouquin de Guillaume Pitron qui est sorti la semaine dernière que je recommande, qui s'appelle L'enfer du numérique, le voyage d'un like, un truc comme ça. Exceptionnel. Ce livre, il est exceptionnel. Il vous montre le coût des data centers, le coût écologique des trottinettes électriques, de l'IoT, des câbles sous-marins. Lisez-le. En un bouquin relativement court de 200 pages, vous avez une vision vous allez rematérialiser l'immatériel. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de revisibilisation, c'est de faire réémerger en fait la véritable structure et le véritable poids de ce qui existe pour permettre aux gens en fait simplement d'avoir la bonne information et de prendre les bonnes décisions. Parce que si on ne leur montre pas réellement comment les choses sont, voilà, ils n'ont pas cette capacité de... Sur ça, moi, j'avais justement pris des petits chiffres qui sont parlants aussi sur la rematérialisation des objets du numérique qu'on utilise. Je me permets, parce que ça vient en point là, dans votre discussion. Un ordinateur portable qui fait en moyenne 2 kg, c'est 600 kg de matières premières qui sont mobilisées en tout dans son cycle de fabrication. Et c'est 156 kg d'émissions de CO2 sur l'ensemble de son
cycle de vie avec 105 kg uniquement pour sa fabrication. C'est-à-dire qu'en fait, avant même de l'avoir utilisé, donc avant même d'avoir parlé de data center, etc., et d'être allé sur Internet avec, on a déjà une empreinte ressources et une empreinte CO2 qui est monstrueuse. Et pour un smartphone, voilà, pour un objet qui tient dans notre poche, c'est 170 kg de matière première. C'est 70 matériaux différents, dont certains sont extrêmement rares et extrêmement polluants à extraire. Et là, c'est 75% de l'impact environnemental qui en fait est concentré durant la phase de fabrication. Ce qui fait dire à l'ADEME en fait que dans leurs analyses de cycle de vie, ils estiment qu'en fait un téléphone portable dont la durée d'usage moyenne est de 2 ans, en fait, si elle était passée à 4 ans, on diminuerait l'empreinte environnementale de 50%. De la consommation. Donc en fait, c'est quand même assez conséquent. Et il y a des petites, comme ça, des estimations qui ont été faites au niveau européen. Et là, on ne parle même pas de l'IoT, en fait, on parle encore d'objets, on va dire, traditionnels. Mais le Bureau européen de l'environnement estime qu'en fait, si on prolongeait la durée de vie d'un an seulement de tous les lave-linges, ordinateurs portables, aspirateurs et smartphones dans l'Union européenne, en fait, on économiserait l'équivalent de 4 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, c'est pas très parlant, mais ça revient à retirer de la circulation 2 millions de voitures tous les ans. Donc, c'est quand même pour montrer que, enfin voilà, les objets qu'on utilise, ils sont bien faits, même s'ils sont tout légers et ultra compacts et light quand on les utilise. Derrière, il y a énormément de ressources et de CO2 à mobiliser. Et c'est un bon point parce que ça met le focus sur l'impact environnemental qui est majoritairement à la production en fait, des C'est ça. choses et pas forcément dans l'utilisation. Ce qui, moi, en fait, pour moi, ça valide encore plus le fait de se poser la question en fait, réelle de l'advenance des choses, hein, de Tout à fait. réellement interroger les gens. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin qu'on crée autant de choses plutôt que de les faire advenir et ensuite essayer de les vendre. Et ça me fait penser tout à l'heure, Marianne, vous posez une question sur ce qu'on pourrait faire en fait pour limiter ça. On pourrait aussi très bien travailler sur l'extension des garanties, hein. C'est des projets qui sont en cours de réflexion dans plein de pays. Mais typiquement, passer des garanties d'objets à 5 ou 10 ans au lieu des 2 qui sont légales aujourd'hui, ça induirait la mise à disposition de pièces détachées, ça induirait l'augmentation d'une réparabilité. Enfin, voilà, ça changerait beaucoup. Je pense que ça changerait beaucoup la façon de consommer les choses et la façon de les réparer. Et oui, et puis juste pour terminer sur ça, j'en reviens aussi à la question de qu'est-ce qu'on peut faire individuellement. En fait, ces chiffres d'impact que je vous ai dit, concentrés sur la phase de fabrication, en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand on réfléchit à son empreinte numérique, parce que c'est quand même un sujet qui émerge, oui, c'est bien de trier ses mails, de supprimer ses pièces jointes inutiles, tout ça. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que l'empreinte, elle est fortement aussi corrélée à la fabrication des infrastructures et des équipements surtout. Et donc, en fait, vous allez avoir un impact bien plus fort si vous faites durer un peu l'utilisation de votre laptop ou de votre smartphone dans le temps, plutôt que si vous en changez très régulièrement et que par contre, vous faites très attention à la résolution des vidéos que vous regardez sur Internet et aux emails. Donc, je ne veux pas opposer les deux, hein. Enfin, le mieux, c'est de faire attention à tout. Mais voilà, l'impact carbone, il est aussi vraiment dans la matérialité des choses et dans la construction en fait, de ces équipements. On avait une question de Margot tout à l'heure qui réagissait à votre discussion, Agnès et Johan, qui disait que vous proposiez une vision très utopique de la société dans laquelle on est et qu'il faudrait imposer ces nouveaux changements. Je pense que c'est plus une question pour vous, Ronan. Est-ce qu'il y a des projets de loi et des actions qui sont en cours là-dessus, en dehors de ceux que vous avez déjà évoqués et des lois qui ont déjà été mises en place? Ouais, bah, fort heureusement, il y a quand même des choses qui se passent actuellement sur le sujet. Euh, donc tout à l'heure, je vais y revenir quand même un tout petit peu parce que j'ai parlé très rapidement de la loi AGEC, mais du coup la loi AGEC a été promulguée en France en février 2020, donc c'est quand même assez récent. On en a beaucoup entendu parler dans les médias pour les questions de consignes ou de plastique à usage unique, mais on a aussi quand même pas mal de choses sur la réparation. Donc j'ai cité les indices de réparabilité, durabilité, l'indice de durabilité donc qui va remplacer l'indice de réparabilité en 2024, un fonds réparation. On a des choses aussi sur la disponibilité et l'obligation de mise à disposition de certaines pièces détachées pour certains équipements. Donc ça, c'est quand même un gros pas en avant pour la réparabilité de certains équipements.
Et on a l'interdiction de l'irréparabilité dans la loi AGEC. Et là, tout dernièrement, ça va être examiné en seconde lecture au Sénat. Donc seconde lecture, c'est-à-dire que le texte a déjà été voté une fois au Parlement et que du coup il va repasser une deuxième fois pour lecture définitive normalement. On a une proposition de loi qui vise à réduire l'impact environnemental du numérique en France, qui est en ce moment étudiée donc au Parlement. Donc avec différents chapitres et volets, et notamment un chapitre sur l'allongement de la durée de vie des équipements, donc, que moi j'ai un peu suivi, et notamment avec des dispositions sur le logiciel, donc sur les mises à jour, sur la disponibilité des mises à jour. Malheureusement, le texte, qui était très ambitieux initialement, on va dire, a été revu un peu à la baisse dans son ambition par le gouvernement. Mais en tout cas, c'est quand même au global un signal très encourageant puisque c'est la première proposition de loi de ce type au monde. Donc voilà, c'est un signal encourageant. Et après, en fait, sur ces sujets-là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails compliqués, mais il y a beaucoup en fait de ces sujets-là qui se jouent au niveau européen. Et actuellement, la Commission réfléchit quand même activement à ces sujets puisqu'elle a publié, il me semble, en mars 2020, son plan d'action pour une économie circulaire. Et du coup, il y a beaucoup d'initiatives, de directives ou de textes européens sur un peu ces sujets. Et sans rentrer trop dans le détail et vous mettre trop de complexité, mais on a des directives sur certaines catégories de produits qui sont relatives à leur éco-conception, donc c'est-à-dire prendre en compte les impacts en termes de consommation énergétique, de conception d'un produit pour qu'il soit plus respectueux de l'environnement. Et actuellement, en fait, est en cours d'élaboration une directive sur l'éco-conception des smartphones et des tablettes. Dernièrement, la Commission aussi a présenté un projet de directive sur le chargeur universel, qui était quelque chose de débattu depuis de nombreuses années, puisqu'en fait, on peut très bien imaginer que tous nos équipements aient à peu près le même chargeur. Ça éviterait aussi un gâchis. Donc voilà, il y a pas mal d'initiatives aussi au niveau européen. Il y a une initiative qui s'appelle le Sustainable Product Initiative. Et c'est là-bas que se jouent beaucoup de ces sujets-là aussi. Merci Ronan. Il nous reste quelques minutes ensemble et on va prendre une dernière ou avant-dernière question sur les téléphones modulaires, Agnès. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent, est-ce que vous ne pensez pas que viser un téléphone entièrement modulaire, ça peut entraîner une surconsommation, puisque les gens changeraient trop souvent les nouveaux modules pour être toujours à jour, et donc ça pose la question de l'obsolescence modulaire. Alors, en fait, on a deux types de modules. On a les modules pour avoir des performances meilleures. Donc, par exemple, on a sorti une nouvelle caméra un an après la sortie du Fairphone 3. Donc, quand vous aviez votre Fairphone 3 acheté en 2019, en 2020, si vous étiez vigilant sur le module caméra, il était possible d'acheter une caméra nouvelle. Mais on n'a pas observé, des utilisateurs qui se jetaient sur cette nouvelle caméra. Il faut bien garder en tête que nous, en tout cas tel qu'on conçoit la modularité, c'est avant tout pour de la réparabilité. Et donc là, il n'y a pas du tout de question de tiens, je vais avoir un nouvel écran parce qu'il est plus chouette. Non, c'est exactement le même écran, sauf qu'il a cassé, donc il faut le remplacer. Mais par contre, je pense que l'upgradabilité, donc le fait d'avoir un nouveau composant un peu mieux, comme la caméra, c'est aussi clé, hein, parce que si vous pouvez changer que votre caméra, si pour vous les photos c'est important, Et c'est une des raisons premières pour lesquelles, après la batterie, pour lesquelles les gens changent leur téléphone, hein, c'est parce qu'ils veulent un appareil photo plus performant. Donc c'est quand même vachement plus intéressant pour ces gens-là de pouvoir changer juste la petite pièce de l'appareil photo. Alors, dans tous les cas, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on bosse plus chez nous. C'est pareil pour le son, c'est pareil pour d'autres modules. Mais voilà, historiquement, et c'est toujours le cas aujourd'hui, notre modularité est plus quand même au service de la réparabilité, donc de ce qui casse. Et quand vous remplacez un module, vous prenez exactement le même. Merci Agnès. On a une question sur est-ce qu'il existe une liste de sources scientifiques qui répertorient les entreprises qui pratiquent l'obsolescence logicielle, malgré le fait que ce soit quelque chose d'illégal. Est-ce que l'un de vous a connaissance d'un tel inventaire?
Pardon, une liste qui listerait qui listerait les entreprises qui pratiquent l'obsolescence logicielle. Pas à ma connaissance, non. Ouais, bah non plus. Non, je ne l'ai pas forcément non plus. Mais ça doit forcément se trouver. Sur Internet. Je pense qu'effectivement, il doit y avoir des articles qui soulignent des pratiques de certaines entreprises, mais je doute que. Enfin, je pense que l'entité qui publierait une telle liste se prêterait quand même à des attaques en justice, je pense, de la part de ces entreprises en plus. Donc, non, je ne crois pas. Puis vous avez aussi évoqué certains noms durant cette conférence qu'on peut retenir. Il y a une dernière question sur l'obsolescence modulaire. Quelqu'un qui dit que si ça se démocratise, ça posera aussi de nouvelles questions autour du cycle d'usage, de la mentalité des consommateurs, etc. Et qu'en fait, ça ouvre tout un nouveau pan de réflexion. Agnès, vous avez déjà eu l'occasion d'en parler. J'imagine que vous partagez ce ressenti. Oui, sur le cycle d'usage et la mentalité, c'est sûr que c'est presque un prérequis, hein, de toute façon, pour arriver à convaincre les gens de garder leur téléphone et de le réparer grâce à la modularité. Le prérequis, c'est d'être convaincu qu'il faut changer un peu son cycle d'usage. Mais encore une fois, hein, nous, ce qu'on pense, c'est que pour essayer de convaincre les gens, il faut leur expliquer. Donc, il faut en parler. Donc, des associations comme Hop ou ce que fait Yoann, etc., ça sert à ça aussi. Parce que la connaissance, c'est quand même le pouvoir, quoi. Donc, c'est le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir de consommer autrement, etc., quoi. Donc, je pense qu'il faut passer par cette première étape de sensibilisation, compréhension. Et après, l'usage sera forcément différent. Avoir un téléphone, l'autre jour, j'étais dans l'ascenseur avec mon Fairphone 2 qui a 6 ans et il y avait un gamin qui livrait des trucs là, chez Fairphone et il me disait « Waouh, t'as un téléphone vintage !» Et, et en fait, ouais, il hallucinait qu'un téléphone aussi vieux fonctionne encore. Alors peut-être qu'il faut changer les mentalités, l'obsolescence esthétique dont parlait Ronan tout à l'heure. Oui, il y a des vraies choses à changer. Mais je pense que voilà, on est plutôt sur la bonne voie de ce point de vue-là. Et pour conclure, le mot de la fin, j'imagine que vous partagez toutes et tous ici l'idée de changer les mentalités. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter là-dessus ou à compléter rapidement? Moi, si c'est possible, j'aimerais juste revenir sur la remarque qui a été faite tout à l'heure d'utopie, pour terminer, hein. Ce sera ce sera la fin de mon intervention, mais sur la discussion qu'on avait avec Agnès et le fait qu'on la qualifie d'utopique. Alors, si on prend comme description, comme définition utopie, un idéal plutôt que celle de l'impossibilité, oui, c'est utopique. Mais si on pense que cette vision du renoncement de la production est réellement utopique et impossible, voilà, là, c'est pas forcément vrai, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des grands patrons ont une complète connaissance de la finitude des ressources qu'ils exploitent. Mais ce qui anime le système capitaliste dans lequel on est, c'est souvent la stratégie de la dernière goutte, quoi. Voilà, c'est d'y aller jusqu'au bout et de produire un maximum. Voilà. Mais il y a déjà des renoncements qui se font aujourd'hui. Il y a déjà des renoncements qui ont été faits, hein. Je pense à la Suède qui a renoncé à l'extraction de calcaire sur son sol, le Pays de Galles qui a renoncé à la création de nouvelles routes, les extensions d'aéroports auxquelles on a renoncé dans différentes villes. Enfin voilà, il y a tout un tas de renoncements qui ont déjà été faits, mais voilà. Donc c'est pas si utopique que ça. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces mots d'espoir et pour vos 3 interventions qui ont été passionnantes. On vous remercie chaleureusement. On remercie aussi l'équipe technique qui a été présente tout au long de ce talk pour nous aider et aussi vous toutes et tous qui étaient présents pour vos questions, votre attention. Et on peut vous retrouver sur LinkedIn s'il y a des questions. J'imagine ça vous pose pas de problème. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Merci beaucoup l'organisation. à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.